bienvenue dans La Voie de l'Être, le podcast qui vous invite à explorer votre monde intérieur, à la fois émotionnel, énergétique, spirituel et conscient, mais aussi tout ce qui nous relie aux autres, à l'univers, pour reprendre pleinement le pouvoir de notre vie. Je m'appelle Alex Béauchat, je suis psychopraticien, énergéticien et activateur de potentiel par la numérologie stratégique. Au quotidien, je vais accompagner celles et ceux qui traversent des périodes de doute, de flou, de mal-être, qui sont en quête de sens et qui font le choix d'aller à la rencontre d'eux-mêmes. Je les aide à ouvrir un chemin de connaissance d'eux-mêmes, d'apaisement intérieur et de libération de leurs blocages pour permettre une transformation profonde et durable et l'accomplissement de leur être. Pour cette deuxième saison, je vous invite à poursuivre le voyage d'éveil et de réalisation entamé lors de la première saison et de découvrir des clés pour avancer en harmonie avec vous-même, avec les autres et avec l'univers. Si vous n'avez pas encore écouté la première saison, je vous encourage à la découvrir pour enrichir votre chemin. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et laissez-vous guider sur la voie de l'être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie de l'Être. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de porter un autre regard sur deux notions qu'on juge souvent très rapidement, la procrastination et son opposé, le fait de jamais s'arrêter, l'hyperactivité. Alors, c'est un peu deux états qu'on a tendance à regarder comme des défauts, des manques de volonté ou des problèmes à corriger, alors que bien souvent, c'est surtout le langage d'un système intérieur qui cherche à s'adapter, à se protéger ou simplement à se faire entendre. On vit dans une époque où on valorise l'action, la performance, la rapidité, et où ralentir peut être perçu plutôt comme une faiblesse, où s'arrêter devient presque suspect en fait. Et pourtant le corps, le mental, les émotions ne fonctionnent pas toujours sur le rythme de l'hyperactivité. Et dans cet épisode, il ne sera pas du tout question de productivité, ni de méthode pour apprendre à en faire plus, ni d'injonction à se motiver. Je vous propose plutôt de prendre un temps pour comprendre ce qui se joue derrière ces rythmes, ce que le corps, le mental, les émotions et parfois même l'inconscient tentent d'exprimer à travers la procrastination ou l'hyperactivité. Parce qu'au fond, ces deux états parlent souvent de la même chose, un décalage entre le rythme imposé et le rythme intérieur. Alors je vous invite à écouter cet épisode non pas pour vous corriger, mais pour vous rencontrer un peu plus finement, peut-être aussi pour poser un regard plus juste et plus respectueux sur votre propre manière d'avancer, de ralentir ou de vous adapter. Alors installez-vous confortablement, nous allons explorer ensemble ce que ces mouvements disent de vous et comment retrouver pas à pas un rythme plus aligné avec ce que vous vivez réellement. Bienvenue dans cet épisode consacré à la procrastination, à l'hyperactivité et surtout au chemin vers un mouvement plus juste. Janvier est souvent présenté comme le mois des débuts, le mois des décisions, le mois où il faudrait repartir, se projeter, changer, nouvelle année, nouvelle résolution, nouvelle version de soi incarnée. Et pourtant, pour beaucoup de personnes, janvier ne ressemble pas à un nouvel élan, c'est plutôt un moment de fatigue, parfois même de flou ou de ralentissement intérieur. Et c'est souvent à ce moment-là que surgissent des jugements assez durs, genre je procrastine, j'avance pas assez, je devrais en faire plus. Ou à l'inverse, une autre forme de pression, bon allez, il faut que je m'y mette, faut surtout pas lâcher, je dois me discipliner. Dans ma pratique, j'observe très souvent ces deux états, en fait, des personnes qui peuvent se sentir bloquées, coupables de ne pas avancer, et d'autres qui ne s'arrêtent jamais, qui enchaînent parfois jusqu'à l'épuisement. Et ce qui me frappe, c'est que finalement, dans les deux cas, ces états sont rarement compris pour ce qu'ils sont réellement. La procrastination, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas toujours de la paresse, et l'hyperactivité n'est pas toujours de l'efficacité. Bien souvent, ce sont des réponses intérieures à une pression, à une fatigue, à une perte de sens ou à un rythme qui n'est plus respecté. Et c'est précisément ce qu'on va essayer d'explorer dans cet épisode. Alors, le mot procrastination est devenu un mot très courant, on l'utilise facilement, parfois même un peu trop facilement. Je procrastine, arrête de procrastiner, j'arriverai jamais à m'y mettre. Et derrière ce mot, il y a souvent beaucoup de jugement, une forme de dureté envers soi-même ou envers l'autre quand on juge, comme si procrastiner c'était forcément un défaut, un manque de volonté ou une faiblesse de caractère. Or pour moi, dans la réalité, la procrastination est rarement aussi simple que ça. Procrastiner ne veut pas dire être paresseux. Dans la grande majorité des cas, les personnes qui procrastinent réfléchissent beaucoup, doutent beaucoup, elles veulent bien faire et elles se mettent une forte pression intérieure.
La procrastination n'est donc pas l'absence d'envie de faire, mais c'est souvent un trop-plein. Un trop-plein de pensées, un trop-plein d'attentes, un trop-plein de je dois qui met cette pression. Alors, il va exister plusieurs causes possibles qui peuvent se combiner au fait qu'on procrastine, par exemple la surcharge mentale. Quand tout est confus à l'intérieur, le passage à l'action devient difficile. Non pas parce que la personne ne veut pas agir, mais parce qu'elle ne sait plus par où commencer, elle ne sait pas quel choix faire. Un autre élément qui peut bloquer et entraîner de la procrastination et qui peut se combiner d'ailleurs avec celui d'avant, c'est la peur. Parfois, on repousse, ce qu'on repousse, c'est pas l'action en elle-même, mais plutôt ce qu'elle représente. La peur d'échouer, la peur de réussir aussi, la peur du regard des autres ou la peur de se tromper tout simplement. Alors inconsciemment, on attend, on diffère, on se met en pause. Et au-delà de la peur, il arrive aussi qu'on procrastine simplement parce que ce qu'on s'apprête à faire n'est plus vraiment aligné avec ce qu'on est. Dans ce cas, la procrastination devient une forme de résistance intérieure, c'est un peu quelque chose en soi qui dit non, c'est plus juste ce que je dois faire et du coup ça bloque le passage à l'action. Alors, bien sûr, la procrastination peut devenir une souffrance lorsqu'elle s'installe aussi. Elle peut générer un stress latent permanent. On sent qu'on doit faire quelque chose mais on n'y arrive pas, une culpabilité diffuse qui s'enchaîne, une perte de confiance en soi aussi à force de ne pas passer à l'action ou un sentiment de décalage ou de retard. Et en fait, plus on va se juger, plus on va se crisper et plus l'action va devenir difficile à mettre en place. Et c'est là que la procrastination peut se transformer en cercle vicieux. Et pourtant, c'est important de le dire, la procrastination peut aussi avoir une fonction très positive. Parce qu'en fait, elle est un signal, et elle peut être un signal de fatigue, un besoin simplement de ralentir, un temps de recul à prendre nécessaire, un espace d'incubation créatif. En fait, certaines idées, des fois, ont besoin de temps, certaines décisions ont besoin de maturer, certaines transformations ne se font pas dans l'urgence. Et des fois, ce qui ressemble à de l'inaction de l'extérieur, c'est parfois un travail intérieur très actif. Donc plutôt que se demander pourquoi je procrastine, peut-être qu'il serait plus juste de se demander qu'est-ce que cette procrastination essaie de me dire. Est-ce que c'est un besoin de repos, un besoin de clarté, une peur non reconnue, un rythme trop rapide, une action qui n'a plus de sens ? En tout cas, si la procrastination est souvent mal comprise, son opposé l'est tout autant. Car à l'autre extrême, il y a celles et ceux qui ne s'arrêtent jamais, celles et ceux qui sont toujours dans l'action, toujours en mouvement, toujours en train de faire, jamais à faire de pause. Et derrière cette hyperactivité apparente, se cachent aussi parfois là aussi des mécanismes beaucoup plus profonds. L'hyperactivité, qu'on pourrait placer du coup à l'opposé de la procrastination, c'est souvent une posture qui est beaucoup plus valorisée socialement, parce que l'action permanente, c'est être occupé, être productif, être dans le faire, ne jamais s'arrêter. Et dans notre société, c'est perçu comme une qualité, parce qu'elle renvoie à l'idée d'efficacité, de sérieux, de réussite. Et pourtant, en fait, elle mérite elle aussi d'être questionnée. Parce qu'être toujours en action, ça signifie pas pour autant être aligné, ne jamais s'arrêter ne veut pas forcément dire que tout va bien. Et c'est même parfois l'inverse. Derrière une hyperactivité apparente, il peut y avoir une grande fatigue intérieure, une tension constante, une difficulté à ralentir, une peur du silence aussi. Mais tant qu'on agit, tant qu'on fait, tant qu'on avance, tout ça, ça reste à distance. Et là encore, il n'y a pas qu'une seule cause, mais plusieurs mécanismes possibles qui peuvent se conjuguer entre eux, qui fait que certaines personnes ont du mal à s'arrêter. Alors ça peut être la peur d'être jugé. Pour certaines personnes, l'action devient une manière d'être reconnue, valorisée, acceptée. Faire, produire, avancer, et ça permet de se sentir légitime. S'arrêter, au contraire, peut faire émerger une peur très ancienne, celle de ne pas être assez, et cette fameuse peur du jugement de l'autre, des autres, et notamment de nos proches. Il peut y avoir aussi également une peur du vide intérieur, parce que le silence, le ralentissement, les moments sans distraction, ça peut être très inconfortable, on se retrouve face à soi-même, et à ce moment-là, peuvent remonter des émotions non digérées, des questionnements existentiels, parfois même une perte de sens, alors inconsciemment, l'action devient une sorte d'échappatoire à ça. Une autre cause possible, c'est le besoin de contrôle. Parce qu'être en mouvement permanent, ça nous donne l'illusion de maîtriser les choses, de garder la main, de ne pas se laisser dépasser, mais en fait ce contrôle, constant, en fait il a un coût énergétique malheureusement qui est très important. Donc pour le dire clairement, l'hyperaction n'est pas un problème en soi, elle devient surtout problématique quand elle sert à éviter de ressentir, à éviter de s'écouter, à éviter de faire face à une fatigue réelle,
ou à un désalignement intérieur. Et dans ce cas-là, ne jamais s'arrêter devient une stratégie de survie, une manière de tenir, de rester debout. Lorsqu'elle s'installe durablement, l'hyperaction, elle peut amener à un épuisement progressif, à une perte de connexion avec son corps, à une difficulté à ressentir ses propres besoins et à une action qui va devenir finalement de plus en plus automatique, de moins en moins réfléchie. On continue à faire sans vraiment savoir pourquoi, sans sentir les choses, sans respirer. Et c'est souvent là que peut survenir le burn-out, la perte de motivation brutale ou même l'effondrement physique ou émotionnel. Mais comme pour la procrastination, il est important de reconnaître qu'il y a des ressources qui sont contenues quand même dans cette posture d'hyperaction. Parce que l'hyperaction, ça peut être aussi une grande capacité d'élan, c'est une énergie créative qui est là, qui est reliée d'ailleurs à notre chakra sacré. C'est une force de mise en mouvement, c'est une capacité à concrétiser les choses. Et lorsqu'elle est reliée au corps et au sens, cette énergie peut devenir extrêmement constructive. Donc tout dépend finalement de ce qui motive cette énergie. Donc là encore, plutôt que de se demander pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'arrêter, ce serait peut-être plus juste de se poser la question, qu'est-ce que j'évite lorsque je m'arrête ? Est-ce une émotion ? Est-ce de la fatigue ? Est-ce une peur ? Est-ce un vide intérieur ? Ou bien une question que je repose depuis longtemps ? Parce qu'au final, qu'on se retrouve dans la procrastination ou dans l'hyperaction, on touche finalement la même problématique centrale, la difficulté à respecter son rythme réel. Derrière des comportements qui peuvent nous sembler opposés, on retrouve souvent finalement cette même tension intérieure, celle entre ce qui est attendu de nous et ce que notre système peut réellement soutenir. Et pour comprendre ce qui se joue à cet endroit-là, il est nécessaire de changer de regard, parce que bien souvent, ce qu'on interprète comme un problème de volonté est en réalité une réponse d'adaptation, une réponse qui ne vient pas du mental, mais qui vient du corps. Donc à première vue, la procrastination et l'hyperaction semblent un peu opposées. D'un côté, on a l'arrêt, le report, l'immobilité, et de l'autre, plutôt l'agitation, le mouvement constant, l'impossibilité de s'arrêter. Et pourtant, si on y regarde de plus près, ces deux états racontent souvent la même chose. Dans les deux cas, il y a une tension interne, une tension entre ce qui est attendu de vous et ce que vous pouvez réellement donner, une tension entre le rythme imposé et votre rythme intérieur. Et quand cette tension devient trop forte, le système va chercher une issue. Alors pour certains, ce sera le figement, le report, la mise en pause. Pour d'autres, au contraire, l'agitation, l'hypercontrôle, l'action permanente. Mais l'origine est souvent la même, un déséquilibre intérieur non écouté, un déséquilibre qui cherche à se réguler, parfois en freinant et parfois en accélérant. On pourrait presque parler finalement de deux rapports au temps différents. Dans la procrastination, le temps semble suspendu, l'action est repoussée, l'élan est bloqué. Et dans l'hyperaction, le temps est au contraire lui accéléré, tout doit aller plus vite, il n'y a plus d'espace pour ressentir les choses. Dans les deux cas, le temps n'est plus vécu de façon fluide, il n'est plus habité, il est subi quelque part. Alors que vous procrastiniez ou que vous n'arrêtiez jamais, on retrouve souvent le même conflit intérieur. Le mental pousse à faire les choses, le corps résiste ou compense. Dans la procrastination, le mental va dire il faut, et le corps dit non mais moi j'en peux plus. Dans l'hyperaction, le mental va dire allez, on continue, et le corps, lui, il s'adapte jusqu'à l'épuisement. Mais dans les deux cas, le corps finit toujours par parler, soit en ralentissant, soit en lâchant. Alors, comprenons quand même bien ceci, ni la procrastination ni l'hyperaction ne sont des erreurs. Ce sont au final des sortes de stratégies de régulation, des tentatives parfois maladroites de préserver un équilibre intérieur. La procrastination peut protéger d'un trop-plein, l'hyperaction peut protéger d'un effondrement par exemple. Elles ont donc toutes les deux une fonction et le problème survient quand on reste enfermé dedans sans en comprendre le message. Donc plutôt que de chercher à supprimer l'un ou l'autre, la vraie question devient alors qu'est-ce que mon système essaie de réguler, de quoi j'ai besoin là, maintenant, tout de suite. Et c'est à partir de cette écoute que quelque chose peut commencer à s'ajuster. Et comprendre ça peut changer déjà profondément le regard qu'on porte sur ses propres fonctionnements, parce que si ces mécanismes sont souvent mal compris, ce n'est pas seulement à cause de ce qui se passe en nous, mais aussi à cause de ce que l'on voit ou croit voir de l'extérieur. Et là, je voudrais prendre l'exemple, une confusion qui est très fréquente et qui pourtant me semble essentielle à éclairer, c'est la différence entre donner l'impression de procrastiner et le fait qu'en fait ça ne signifie pas forcément procrastiner dans le sens ne rien faire. De l'extérieur, il y a certains états qui se ressemblent. Une personne qui ralentit, qui reporte, qui semble immobile.
Sauf que de l'intérieur, il va se jouer quelque chose qui peut être très très différent. À l'extérieur, ça peut donner l'image de quelqu'un qui ne fait rien, qui repousse toujours, qui n'avance pas, qui prend son temps. Alors c'est aussi en rapport avec si c'est une personne qui est dans l'hyperactivité, c'est sûr que ça va accentuer encore plus ce décalage. Et cette image est souvent en fait rapidement jugée comme étant un défaut. Sauf qu'à l'intérieur, pour cette personne qui de l'extérieur semble procrastiner, à l'intérieur, en fait, il peut se passer tout autre chose. Ça peut être un recentrage, ça peut être une digestion émotionnelle, ça peut être une intégration, une réorganisation intérieure ou une créativité silencieuse intense. Et ce temps-là, en fait, il n'est pas vide, simplement il est invisible pour l'autre. Certaines personnes aussi ont besoin des phases de retrait, non pas parce qu'elles sont paresseuses, mais parce que leur système fonctionne ainsi. Ce sont des moments où l'énergie se recharge, les idées vont se réorganiser, les intuitions émergent, le sens se clarifie. Ce repos, c'est pas une fuite, c'est une condition nécessaire à l'élan futur, c'est un retour avec ses propres énergies, un retour dans son cocon pour se réénergiser, pour pouvoir continuer par la suite. Donc il est important de faire une distinction claire entre la procrastination de fuite, d'accord, un évitement, une peur, un conflit intérieur qu'on ne reconnaît pas, et un repos énergétique réel qui est un besoin du corps et du système nerveux, ou un temps d'intégration, ou de maturation, ou de recentrage. Et puis enfin, dans cette apparente procrastination de l'extérieur, il peut y avoir à l'intérieur au contraire une hyperactivité, une agitation mentale, un foisonnement d'idées, une incubation, une préparation finalement invisible. Alors, vous voyez, de l'extérieur, que ce soit la procrastination de fuite, le repos énergétique nécessaire ou l'hyperactivité intérieure, ces trois états en fait peuvent se ressembler, sauf que de l'intérieur, ils n'ont rien à voir du tout. Le problème, encore une fois, c'est que notre société ne sait pas reconnaître, ne reconnaît en tout cas qu'un seul type de mouvement, c'est celui qui est visible, donc le fait de ne rien faire. Et ce qui complique souvent les choses, c'est ce regard extérieur, en fait les attentes qu'on a de nous, ou qu'on pense qu'on a de nous, parce que souvenez-vous, il y a quand même aussi beaucoup de croyances limitantes, les comparaisons avec les autres, les normes, et parfois en fait ce regard est intégré, intériorisé, jusqu'à devenir une voix intérieure qui juge « je devrais faire plus, j'en fais jamais assez, je suis vraiment nul, pourquoi moi j'y arrive pas ?» alors que le corps lui-même est en train de faire exactement ce qu'il faut pour se préserver. Donc plutôt que se demander pourquoi est-ce que je ne fais rien, peut-être qu'il serait plus juste de se demander qu'est-ce qui est en train de se réorganiser en moi. Est-ce que c'est un besoin de repos? Est-ce que c'est un besoin de clarté? Est-ce que c'est un temps d'intégration? Est-ce que c'est une phase de transition? Est-ce que c'est un besoin de pause du corps pour mettre en place une hyperactivité d'idées et de créativité? Et après, si ces états sont si souvent mal interprétés, c'est aussi parce qu'on a pris l'habitude d'expliquer nos fonctionnements presque uniquement avec le mental. On cherche des raisons, on se juge ou on juge, on se corrige. Et pourtant, derrière ces ralentissements ou ces emballements, il y a un autre langage, plus ancien, plus primaire, et souvent plus juste d'ailleurs, celui du corps et du système nerveux. Dans beaucoup de situations, quand on parle de procrastination ou d'hyperaction, on s'adresse presque exclusivement au mental. On cherche à comprendre, à analyser, à corriger. Et pourtant, en fait, c'est pas le mental qui décide de ralentir ou de s'agiter. Souvent, c'est le corps qui vient agir. Je dis souvent, pas tout le temps, bien sûr, mais en tout cas, le corps a une part importante. Et c'est essentiel d'intégrer ça, parce que le corps, il fait jamais exprès, il va pas saboter, il régule, en fait. Quand il ralentit, c'est pas pour vous mettre en difficulté, c'est pour tenter de préserver un équilibre. Il peut ralentir parce que la fatigue est trop importante, ou parce que le stress est devenu chronique, parce que le système nerveux est saturé, ou parce qu'il y a un trop-plein émotionnel qui n'a pas été digéré, et dans ces moments-là, continuer à se forcer, ça revient à aller contre un signal de protection. Après, sans aller dans des explications trop techniques, déjà parce que je ne suis pas un expert non plus, il est utile de comprendre que notre système nerveux fonctionne en permanence pour assurer notre sécurité. Face à une pression prolongée, il va réagir de deux grandes manières. Le figement, quelque part, il ralentit, une perte d'élan, difficulté à passer à l'action, qui peut être interprété comme de la procrastination, alors que parfois c'est un mécanisme de survie.
Voilà, il va se mettre dans un flow nécessaire où l'agitation, la tension constante, le besoin de faire, de contrôler, de l'hyperaction, en fait. Ici, le corps immobilise toute son énergie pour tenir, avancer et surtout ne pas s'effondrer. Ça peut être lié aussi, l'hyperactivité peut être liée à une croyance limitante ou une injonction familiale quand on a grandi dans un milieu où il faut surtout toujours tenir, toujours être là, toujours être fort, toujours faire. Du coup, ça peut donner ce genre d'injonction. En tout cas, dans les deux cas, le corps il va tenter de s'adapter à l'environnement intérieur ou extérieur qui peut être perçu comme trop exigeant. Et le rythme intérieur va être aussi influencé par des éléments physiologiques, là pour le coup très concrets, une fatigue chronique, un stress prolongé, ça va jouer, le stress joue sur le cortisol, qui finit par épuiser les surrénales et le corps, des variations hormonales aussi qui peuvent jouer, une baisse de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine ou la dopamine. Et dans ces conditions, quand ça arrive, ça devient plus difficile de se motiver, de se concentrer, de maintenir l'effort. Et on peut être dans une certaine forme de procrastination visuelle, visuelle extérieure, pardon. Mais finalement, la cause est biologique et physiologique et intérieure. Et là, vous voyez bien que ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de ressources disponibles. Sauf que ce qui survient comme problème, c'est que le mental interprète mal les signaux du corps. Si le corps ralentit, le mental, il va juger. Il va dire, non mais je devrais y arriver, j'ai aucune excuse, je dois me forcer. Et ce décalage finit par créer finalement une lutte intérieure. Plus le mental va pousser, plus le corps résiste ou compenser en s'agitant excessivement. Et on peut basculer du coup soit dans la procrastination, soit dans l'hyperaction. Comprendre ça, ça change aussi le regard qu'on porte sur soi, parce que plutôt que de se demander mais pourquoi je n'y arrive pas, on peut se demander mais de quoi mon corps a besoin pour se sentir en sécurité, pour pouvoir être dans la juste action. Parfois ce sera du repos, du ralentissement, de la récupération, parfois ce sera de la clarté, un cadre plus doux, une action peut-être plus progressive. Et c'est précisément parce que nous n'écoutons pas toujours ces signaux que certaines pratiques, pourtant très répandues, peuvent devenir contre-productives. Et comme nous sommes en janvier, c'est le cas, par exemple, des bonnes résolutions de début d'année, qui sont souvent prises avec la tête alors que le corps, lui, n'est pas toujours prêt à suivre. En début d'année, on le sait, janvier, c'est presque toujours associé à cette idée de prendre des bonnes résolutions, de décider de changer, de repartir sur de nouvelles bases. Alors sur le papier, l'intention est positive, mais dans la réalité, beaucoup de personnes constatent la même chose. Ces résolutions ne tiennent pas dans le temps, ou alors elles tiennent très peu de temps. Et ce n'est pas un manque de volonté qui est forcément à l'origine de ça. En fait, la plupart du temps, les bonnes résolutions, elles sont réfléchies, elles sont rationnelles, elles sont décidées en hauteur par le mental, elles reposent sur ce que l'on pense devoir faire pour aller mieux, pour être plus efficace, pour correspondre à une image idéale, mais très rarement, finalement, elles se reposent sur ce que l'on ressent réellement. Le mental, il va finir par décider, et le corps, il n'est pas toujours consulté, et il n'est pas toujours OK. Donc pour qu'un changement soit durable, il ne suffit pas juste de le décider avec le mental, même si ça aide. En tout cas, il faut aussi que le corps ait l'énergie nécessaire pour le faire, que le système nerveux se sente en sécurité pour pas nous bloquer soit dans l'hyperactivité qui va aller dans l'épuisement, soit dans la procrastination, et que l'émotionnel soit prêt aussi. Et quand c'est pas le cas, il y a une tension intérieure qui se crée, et cette tension, elle va souvent produire ce qu'on a évoqué tout au long de l'épisode, l'hyperactivité, l'hyperaction ou une résistance inconsciente qui va prendre la forme de la procrastination. Alors, chez certaines personnes, les résolutions vont activer même un surcontrôle. Allez, cette année je m'y mets à fond, je lâche rien, je dois être discipliné, l'année dernière je l'ai pas fait mais cette année c'est bon. Et ça peut mener à une hyperaction intense qui tient encore un temps et puis d'un seul coup qui s'effondre. Et chez d'autres, les résolutions peuvent créer un découragement rapide parce qu'il y a trop d'objectifs, trop d'attentes, trop de pression. Et là, la procrastination s'installe, souvent accompagnée de la culpabilité. En tout cas, dans les deux cas, les résolutions, elles produisent souvent l'inverse de ce qui était recherché. Dans cette notion de résolution, ça peut être intéressant de faire une distinction simple entre résolution et intention. Les résolutions, en fait, elles sont souvent rigides, orientées vers la performance, tournées vers le faire, culpabilisantes en cas d'échec. C'est ce qui fait que c'est compliqué de les tenir. Les intentions, elles, au contraire, elles sont plus souples. Elles sont orientées plutôt vers l'écoute, elles sont évolutives, elles sont reliées à l'état intérieur. Là où une résolution va dire « je dois changer », l'intention va demander de quoi ai-je besoin pour évoluer.
Et ça peut faire toute la différence. Donc vous voyez, janvier, c'est pas forcément un mois d'élan pour tout le monde. C'est encore l'hiver, c'est un temps de récupération, c'est un temps d'intégration. Regardez la nature, elle est encore en pause. Donc vouloir se transformer en marche forcée dans une période où le corps et l'énergie demandent du repos, ça peut créer un décalage. Le corps, lui, il ne connaît pas le calendrier social, il connaît les cycles. Et souvent, les cycles sont en lien avec la nature. Et c'est pour ça que janvier, c'est pas forcément toujours le bon mois pour prendre ces bonnes résolutions, en tout cas pour qu'elles puissent tenir. Lorsqu'on parle de cycle, c'est difficile pour moi de ne pas vous parler de la numérologie stratégique en termes de cycle, puisque nous rentrons en ce mois de janvier dans une nouvelle année universelle 2026, qui est donc une année universelle 1, qui en plus est une année qui va nous parler d'action. Et du coup, c'est pour ça que ça me semblait intéressant, sans rentrer trop dans les détails, que je puisse vous offrir un petit éclairage simple et intéressant sur cette année universelle en lien avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc comme je vous disais, nous sommes actuellement en année universelle 1, 2026, et cette année 1, en fait, elle marque le début d'un nouveau cycle. Elle va parler de renouveau, d'élan, d'initiative, de mise en mouvement, d'affirmation de soi. Ça va être une énergie qui va nous inviter plutôt à semer de nouvelles graines, à initier quelque chose de différent, à poser une direction. En tout cas, c'est important de le préciser, en année 1, ce n'est pas forcément une année de résultats immédiats, ni de performance à tout prix. Dans l'image du collectif, une année de renouveau, c'est souvent associé à l'idée qu'il faudrait tout changer rapidement. Or, en numérologie, l'année 1 est avant tout une année de semences. On plante, on prépare, on ajuste. On n'exige pas encore des résultats visibles, on ne tire pas sur les graines pour qu'elles poussent plus vite, et si on confond l'élan de l'année 1 avec une obligation de faire, de produire, de réussir, on va créer une pression supplémentaire qui va venir justement nourrir la procrastination ou l'hyperaction. L'énergie de cette année 1, elle invite avant tout à de l'écoute, à de la présence, à de la justesse, à sentir ce qui cherche à naître, à ce qui n'est plus juste, à ce qui demande encore du temps. C'est une énergie qui va soutenir l'action, mais une action qui doit être alignée, reliée au corps, au sens, au rythme personnel. Donc c'est une année d'action, de décision, de prise d'initiative, mais dans un certain sens sans précipitation. Donc plutôt que de se demander qu'est-ce que je dois absolument réussir cette année, peut-être qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir à mon rythme, à moi? Quelles graines j'ai besoin de planter sans me forcer? Et dans cette perspective, le ralentissement n'est plus un problème, il devient même parfois une étape nécessaire. Et l'élan, lorsqu'il se présente, est plus stable et plus durable. Alors si le sujet sur la numérologie de 2026 vous intéresse avec votre année en plus personnelle, et que vous souhaitez en savoir un petit peu plus, j'ai rédigé sur mon site internet un article de blog complet sur l'année 1, faire le point sur l'année 2025 aussi, pour voir un peu si vous étiez au rendez-vous. L'année 1 que nous vivons en 2026 est reliée à votre année personnelle, où je vous explique comment la calculer pour avoir un éclairage un peu plus important. En tout cas, quand on remet de la conscience sur les cycles, sur le rythme, sur l'alternance entre l'action et le repos, une autre voie devient enfin possible, une voie qui ne consiste plus à choisir entre procrastiner ou s'agiter, mais à ajuster son mouvement avec plus de respect pour soi. Depuis le début de cet épisode, on a parlé beaucoup de procrastination, d'hyperaction, de repos, de rythme, de corps, de pression intérieure. Et s'il y avait une chose importante à retenir, c'est peut-être celle-ci, c'est que le problème, c'est pas l'un ou l'autre. Le problème, c'est pas ralentir ou de trop agir. Le problème, c'est de rester encore une fois enfermé dans une position. Les extrêmes ne sont jamais bons. Lorsqu'il n'y a que de l'action, le corps s'épuise, qu'on le veuille ou non, même si on ne s'en rend pas compte. On perd du sens dans ce qu'on fait et l'élan devient finalement mécanique. Et quand il n'y a que du repos sans mouvement, l'énergie stagne, un peu comme une flaque d'eau, une mare d'eau qui stagne, vous voyez ce que ça donne. La peur peut finalement s'installer, le doute prend toute la place et on n'arrive plus à redémarrer. Et dans le vivant, quand on observe, il n'y a jamais qu'un seul mouvement, il y a toujours une alternance. La vie, c'est le mouvement, et le mouvement crée une alternance, on l'avait vu dans l'épisode sur la dualité. Donc on peut penser un peu le rythme comme une respiration. Dans une respiration, il y a un temps pour inspirer et un temps pour expirer. Un temps pour avancer, un temps pour intégrer, un temps pour faire, un temps pour être. Et tant qu'on respecte cette alternance, le mouvement va devenir plus fluide, moins coûteux et beaucoup plus juste.
Donc il n'y a pas de bon rythme universel. Certaines personnes vont avoir besoin de phases d'élan intense suivies de phases de retrait peut-être un peu plus courtes. D'autres vont avancer plus lentement, d'autres plus régulièrement, d'autres par petits pas. En fait, comparer son rythme encore une fois à celui des autres, ça revient à se mettre en difficulté parce qu'encore une fois, nous sommes tous différents. Le rythme juste, c'est celui que votre corps peut soutenir sans se mettre à mal. Et il peut être en plus évolutif au fur et à mesure de votre vie. Donc il faut sortir de la dualité. L'idée n'est pas de choisir entre agir ou se reposer, c'est d'apprendre à sentir quand est-ce qu'on doit agir, comment on doit agir, quand est-ce qu'on doit s'arrêter et faire une pause. C'est une écoute plutôt fine qui va demander parfois de désapprendre ce qu'on a appris sur la notion d'effort, de volonté et de performance pour aller vers quelque chose de plus juste pour soi et vous verrez qu'il sera aussi beaucoup plus productif. Et si finalement la procrastination, tout comme l'hyperaction, était simplement deux manières de vous inviter à réajuster votre mouvement, à trouver cet équilibre en vous, à adapter votre propre rythme. Et voilà, nous arrivons doucement au terme de cet épisode. Et j'aimerais prendre un instant avec vous pour rassembler les fils de tout ce que nous avons traversé ensemble aujourd'hui. Procrastiner, s'agiter, ralentir, accélérer, aucun de ces états n'est un problème en soi. Ce sont, comme je l'ai dit, des signaux, des messages, des tentatives d'adaptation d'un système intérieur qui cherche avant tout à préserver un équilibre. Ce qui va créer la souffrance, ça ne va pas être le rythme, ça va être le jugement qu'on porte sur ce rythme. On a vu ensemble en fait que procrastination et hyperactivité ne sont pas des défauts, que ce sont souvent des réponses à une tension intérieure entre ce qui est demandé et ce que votre corps, votre mental, votre énergie peuvent réellement soutenir. Que le corps et le système nerveux jouent un rôle central, bien souvent ce n'est pas un manque de volonté, mais un mécanisme de protection, de régulation et d'adaptation. Que l'apparence extérieure peut être trompeuse, ralentir ne signifie pas toujours fuir, s'agiter ne signifie pas toujours avancer, et beaucoup de mouvements essentiels restent invisibles. Et nous avons vu également que le véritable enjeu n'est pas de choisir un rythme idéal, mais d'apprendre à écouter votre propre rythme avec plus de respect, de nuance et de bienveillance. Donc si vous vous reprochez de ne pas avancer assez, peut-être que quelque chose en vous a besoin de repos, de clarté ou de sens. Et si vous n'arrêtez jamais, peut-être qu'au contraire, quelque chose en vous a une peur de ce qui pourrait émerger dans le silence, dans le vide ou dans l'absence de contrôle. En tout cas, dans les deux cas, il ne s'agit pas de vous forcer à être différent, il s'agit juste de vous écouter avec plus de justesse. L'année universelle que nous traversons ne nous demande pas non plus d'être parfait, ni performant, ni irréprochable. Elle nous invite à initier autrement, à poser des graines, à respecter le vivant en nous. En fait, un changement durable ne se décrète pas, il ne se force pas. Il s'écoute, il se respecte et il s'incarne pas à pas. Avant de clôturer, j'aimerais vous laisser avec une simple question qui me semble essentielle. Qu'est-ce que votre rythme essaie de vous dire en ce moment ? Et plus profondément encore, de quoi avez-vous réellement besoin pour avancer là maintenant ? Laissez simplement ces questions vous accompagner et votre corps saura vous répondre. Avant de vous laisser, je vous rappelle toujours cette chose importante. Tout ce que je vous partage ici n'est absolument pas une vérité absolue. Je ne détiens, encore une fois, aucune vérité. Je partage simplement des pistes de compréhension issues de mon expérience, de mes explorations, de mon parcours professionnel comme personnel. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous nourrit, ce qui vous éclaire et laissez le reste. Et si cet épisode vous a touché, s'il a mis des mots sur quelque chose que vous vivez, ou si vous pensez qu'il pourrait soutenir quelqu'un autour de vous, vous pouvez aider le podcast à grandir très simplement en mettant un like ou une petite note, en laissant un commentaire, en vous abonnant ou en partageant cet épisode à une personne à qui il pourrait faire du bien. Tous ces gestes sont précieux et ils permettent à la voix de l'aide de continuer à exister et de toucher d'autres personnes en chemin. Merci du fond du cœur pour ça. Et si au-delà de cet épisode, vous sentez que quelque chose en vous appelle à plus de clarté, de sens ou d'alignement, que ce soit dans votre vie personnelle comme professionnelle, j'accompagne des personnes en transition à comprendre ce qu'elles traversent, à traverser ces passages de vie délicats, à transformer ce qui demande à l'être, à lâcher ce qui demande à être lâché et à intégrer ces changements de manière durable pour retrouver leur juste place et se réaliser pleinement dans le respect de leur rythme et de leur singularité. Si vous en ressentez l'élan, vous retrouverez toutes les informations
ou si vous souhaitez prendre rendez-vous directement, tout ça vous l'aurez sur mon site www.antares-thérapie.fr. Il n'y a rien à forcer, seulement un chemin éclairé, et seulement si c'est juste pour vous maintenant. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci pour l'attention que vous portez à ce qui vit en vous. Prenez bien soin de votre rythme, il est unique, il est précieux. Je vous dis à très bientôt sur La Voie de l'Être.